vous salue. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente. Jeunesse consciente. Au forum de Lomé pour la paix et la sécurité, le Niger, par la voix de son ministre de l'Intérieur, le général Toumba, assomme la CEDEAO et dénonce crûment le néocolonialisme qui sévit contre l'Afrique. Je voudrais analyser quelques extraits de l'intervention du ministre nigérien de l'Intérieur, le général Toumba Mohamed, qui est intervenu au Lomé Peace and Security Forum, qui se tient encore actuellement dans la capitale togolaise, à l'invitation du ministère togolais des Affaires étrangères. Le général Toumba, représentant le gouvernement du Niger et le CNSP, a tenu des paroles franches, des paroles vraies. Elles méritent d'être entendues largement grâce à chacune et à chacun d'entre vous. Salam alaikum. À travers le Niger, l'Afrique, Anisoroma, Mbolo, Mbote, Jamna, Inakawana, soyez salués. En ce dimanche 22 octobre 2023, nous allons nous pencher sur la parole orthogonale du Niger, portée à Lomé par le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger. Il a dit des vérités fortes, des vérités qui méritent d'être entendues. Alors, je vous confie cette émission et je sais que vous la donnerez autour de vous. Ce sont les pains spirituels de la liberté des Africains. Vous écoutez mon ami personnel Faso Ouattara qui chante Jeunesse consciente. Combien êtes-vous à avoir donné cette émission autour de vous? Nous commençons dans moins d'une minute. Ce morceau est dédié à toute la jeunesse consciente africaine. À Moussini Sabili Ouattara, fondateur du mouvement Jeunesse consciente africaine. Sans oublier M. Victor Ouattara, du Grand Banc, originaire de Diékou, membre fondateur. Soyez salués, soyez bénis en toutes vos positions, où que vous soyez, à travers le monde. Je salue toute l'Afrique continentale, toutes les diasporas africaines, nos amis européens. Je salue nos amis américains. Je salue nos amis asiatiques, nos amis de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, qu'ils se sentent salués en leurs latitudes et longitudes. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, vient de tenir des propos forts et puissants à Lomé au Togo, qui méritent d'être entendus, écoutés, analysés et compris par l'Afrique des libertés et par tous ceux qui s'intéressent aux luttes émancipatoires africaines de ce 21e siècle. Voilà pourquoi j'ai choisi d'en toucher un mot dans cet oratoire.
ce dimanche 22 octobre 2023. Je vois que vous êtes maintenant 500 personnes pratiquement rassemblées sur Facebook, pratiquement 350 personnes sur YouTube. Je vois que vous êtes maintenant près de 300 personnes sur TikTok et que nous atteignons à peu près le quorum pour commencer nos travaux. Continuez à donner cette émission autour de vous et à la protéger. Jeunesse conscience africaine, il est de votre devoir de poursuivre cette lutte libératrice pour Maman Africa. Vive Maman Africa, vive la jeunesse consciente africaine, la lutte continue. Merci à toi, Faso Ouattara, et toi, Billy Ouattara, qui l'accompagne dans ce beau morceau de réveil et d'éveil des Africaines et des Africains. Dans cette intervention consacrée au morceau choisi de la prise de parole du général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, au Lomé Peace and Security Forum, en ce week-end d'octobre 2023, je commencerai par lui accorder la primeur, en vous faisant écouter environ 5 minutes de la prise de parole du général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, représentant la République du Niger au Peace and Security Forum de Lomé au Togo. Lequel Peace and Security Forum voit un certain nombre de ministres des Affaires étrangères, représentés sur place. S'il vous plaît, ne laissez pas l'ennemi perturber cette émission. Ne laissez pas l'ennemi perturber cette émission. Donnez-la amplement autour de vous. Et rassurez-moi, vous avez quelques problèmes de son, me dit-on, côté... Vous avez quelques problèmes de son, me dit-on, côté... Je vais essayer de les résoudre de manière assez efficace. Vos problèmes de son. Côté YouTube, ce que je vais faire, c'est essayer d'éliminer les sources parasites que vous pourriez avoir côté YouTube. J'essaye d'éliminer les sources parasites que vous pourriez avoir côté YouTube. Merci de me dire si le son est meilleur. Et n'oubliez pas, côté YouTube, que nous sommes l'objet d'attaques. Chaque fois que votre serviteur s'installe dans cet oratoire, les machines ennemies de la France-Afrique se mettent en mouvement. J'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes conférences précédentes ce qu'il faut faire pour protéger nos directs. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez désormais un son de meilleure qualité côté YouTube? Si vous avez un son de meilleure qualité côté YouTube, nous pouvons commencer. Et peut-être même que la musique de mon ami Faso Ouattara était également hachée. Ce morceau est dédié à toute la jeunesse consciente africaine. Je salue la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Je salue les Comores. Je salue la Polynésie. Je salue la Guyane. Je salue Saint-Pierre et Miquelon. Je salue Haïti. Haïti, mon amour. Je salue toutes les Afriques de la planète. Et tous nos amis européens, américains, asiatiques qui sont de plus en plus nombreux à suivre les pains spirituels de la liberté des Africains délivrés par votre serviteur. Nous vous confions cette émission. N'ayez pas peur. Donnez-la autour de vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très bien. Dans un premier moment, nous allons donner la parole pendant environ 5 minutes au général Mohamed Toumba. Monsieur Mohamed Toumba est le ministre de l'Intérieur. Il est le ministre de l'Intérieur du Niger. Et il a représenté le Niger
à Lomé au Togo, au Peace and Security Forum organisé par le ministère des Affaires étrangères du Togo. Et parmi les intervenants, eh bien, on trouve le ministre des Affaires étrangères du Mali, dont l'allocution est sans doute en train d'être délivrée, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Madame Olivia Rwamba. On trouve en réalité les ministres des Affaires étrangères des pays qui ne se sont pas ligués pour attaquer le Mali, qui ne se sont pas ligués pour attaquer le Burkina Faso, qui ne se sont pas ligués pour attaquer le Niger, ni la Guinée, des pays qui ne se sont pas alignés sur la ligne néocolonialiste, la ligne brutale et inhumaine, cynique, illégale et illégitime de la CEDEAO. On ne sera donc pas étonné de ne pas voir un certain nombre de ministres des Affaires étrangères à ce forum de Lomé, puisque le fait que la diplomatie togolaise ait choisi de ne pas agresser le Mali, de ne pas agresser le Burkina Faso et de ne pas agresser le Niger a de facto placé cette diplomatie en porte-à-faux avec la ligne directrice de la CEDEAO. Pour des raisons que nous avons déjà analysées dans des conférences précédentes. Je ne reviendrai pas sur ces raisons. Référez-vous à mes conférences précédentes sur le dilemme diplomatique togolais et les raisons pour lesquelles le Togo de Faure Gnassingbé refuse de s'aligner sur le dictat de la CEDEAO, le dictat du néocolonialisme français, concernant les crises maliennes, burkinabé et nigériennes. J'ai déjà donné des conférences pour expliquer la complexité du dossier. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse ici, c'est la prise de parole du Niger. Et il y a un extrait d'environ 5 minutes, d'un peu plus de 5 minutes, que nous allons écouter. Et cet extrait-là nous mettra sur le chemin de l'analyse que je voudrais vous proposer. Cet extrait nous mettra sur le chemin de l'analyse que je voudrais vous proposer. Ça vaut quand même que c'est une utopie. Hop, excusez-moi. On ne peut pas, dans de telles circonstances. La CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger. Voilà. La CEDEAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. Elle s'est crue devoir de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Ça vaut quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement, se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit, nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça,
Vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans, Oui. qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Et pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. Et nous savons que c'est assez réaliste. C'est vous qui êtes les experts. Vous pouvez apprécier. Et aussi, même dans ce délai que nous avons pris, c'était de demander que le forum auquel nous allons appeler la population, le peuple nigérien, le forum inclusif, qui sera convoqué sous peu, pourra décider autrement. S'il décide que c'est moins de 3 ans, ce serait moins de 3 ans. Donc voilà ce que nous, on a dit concernant cette sortie de crise. Maintenant, on s'est fixé un délai. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Imaginez un pays enclavé, un pays qui ne dispose pratiquement pas de grandes industries manufacturières. Même les produits pharmaceutiques sont obligés. On est obligé de les commander ailleurs. Et malheureusement, tout ceci ne vient pas par le canal habituel. Donc il y a des restrictions et il y a des difficultés qui arrivent. Et aujourd'hui, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés s'ajoutent à un problème d'électricité de tout le temps. Une partie de l'électricité est fournie par le Nigeria. Il ne faut pas se voiler la face. Du jour au lendemain, le Nigeria coupe l'électricité. Alors qu'en réalité, chaque mois, le gouvernement nigérien paye sa facture d'électricité au Nigeria. Chaque mois. Donc on ne comprend pas dans cette dynamique de quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Niger. Imaginez un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est... Voilà. Voilà l'extrait que je voulais, mes chers amis, vous faire écouter avant d'entrer dans le commentaire. D'ailleurs, je reviendrai à d'autres moments de la soirée avec des extraits d'autres interventions des diplomates africains rassemblés à Lomé, notamment l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Mais vous avez écouté le ministre Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, s'exprimant au Forum pour la paix et la sécurité qui se tient encore actuellement à Lomé au Togo. La première chose qu'il dit, c'est qu'il appelle les derniers États opérationnels de la CEDEAO et les parrains occidentaux de la CEDEAO, il les appelle à classer le dossier Bazoum. À classer le dossier Bazoum pour des raisons qui sont tactiques, des raisons qui sont stratégiques et des raisons qui sont politiques. D'abord, d'un point de vue tactique, la manœuvre qui permettrait éventuellement à des forces qui seraient alliées à Bazoum de venir le délivrer de son lieu d'arrestation et de détention actuel. C'est une manœuvre qui tactiquement est impossible. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger,
rassure l'opinion nigérienne, l'opinion africaine et internationale que les conditions de détention de M. Mohamed Bazoum sont telles qu'il est tactiquement, c'est-à-dire concrètement, impossible à une force extérieure au Niger de l'extirper de son lieu de détention. Mais il dit que le seul cas où ce serait possible, ce serait qu'il y ait un usage tellement démesuré de la force que cet usage inclut le sacrifice de la vie de l'ancien président Mohamed Bazoum. Autrement dit, pour les autorités nigériennes, pour le CNSP, il n'y a qu'un seul cas où Mohamed Bazoum pourrait être arraché de son lieu de détention. C'est le cas où ceux qui veulent arracher Mohamed Bazoum de son lieu de détention voudraient récupérer son cadavre. C'est le seul cas. Donc, tactiquement, ce n'est pas possible. Le général Toumba va même jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une machine merveilleuse, une machine miraculeuse, qui serait capable d'extraire Mohamed Bazoum de la prison de haute sécurité militaire où il se trouve maintenant. Et à sa connaissance, lui qui est un officier bien formé, la machine qui serait capable de sortir Bazoum de l'endroit où il est détenu, vivant, cette machine n'a pas encore été inventée. Pour preuve, implicitement, le ministre de l'Intérieur parle en fait de la dernière tentative d'évasion manquée de Mohamed Bazoum. Si la machine a libéré Bazoum, ou si les forces capables de libérer Bazoum en avaient été capables, eh bien, elles seraient déjà intervenues du temps qu'il était seulement en résidence surveillée à sa résidence présidentielle habituelle de Niamey. Elles n'ont pas été capables de le faire quand il était seulement en résidence surveillée. Ce n'est pas maintenant qu'il est en détention en haute sécurité militaire qu'elles le seront. Qui ne peut pas le plus, ne peut pas le moins. Donc, sur la situation de Bazoum, le premier argument est un argument tactique. Le militaire de terrain qu'est le général Toumba, qui plus est chargé de l'intérieur, de la sécurité de son pays, dit c'est pas la peine d'essayer. Sauf si ceux qui veulent essayer cela veulent assassiner Bazoum. Sauf s'ils veulent sacrifier Bazoum. C'est le seul cas, dit-il, où l'opération serait justifiée. En effet, pour les néocolonialistes et les impérialistes, la vie d'un de leurs anciens vassaux ne représente rien. Il ne leur coûte rien de mener des opérations qui les sacrifient éventuellement. Puisque ce ne sont pour les négriers, les colonialistes et les néocolonialistes que des vies de nègres. Et on peut s'en passer. Mais l'option incluant l'éventualité d'un retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, eh bien, le gouvernement nigérien, par son représentant à Lomé, prie le monde entier de noter que c'est une option décédée. Mais il y a une deuxième raison, c'est une raison stratégique. Stratégiquement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le régime du CNSP n'est plus dans l'état où il était le 26 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, le CNSP était seul. Or, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2023 et le CNSP n'est plus seul. Non seulement le CNSP a formé un gouvernement civilo-militaire, mais le CNSP s'est engagé dans une double alliance. D'abord, une alliance sous-régionale, c'est-à-dire la création de l'alliance des États sahéliens avec le Mali et le Burkina Faso, une alliance de défense qui se prépare à être une alliance économique dans la perspective d'une monnaie commune sous-régionale, une alliance de défense qui n'est pas simplement une alliance économique, mais qui a vocation à devenir une véritable fédération politique, c'est-à-dire à constituer une véritable puissance fédérale ouest-africaine, qui sera immensément supérieure en potentiel et en réactivité et en proactivité à l'actuelle CEDEAO. Ça, c'est la deuxième raison. Géostratégiquement, le CNSP s'est renforcé dans l'AES, mais il s'est également renforcé par le fait que les États de l'AES sont engagés dans la construction internationale du monde multipolaire, bénéficient donc du soutien des grandes puissances du monde multipolaire que sont notamment la Fédération de Russie
la République populaire de Chine et tous les États convergents dans la dynamique multipolaire, dans la dynamique des BRICS. Ça, c'est la raison stratégique, géostratégique et géopolitique. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle le cas Bazoum est clos. Mais c'est une raison liée à la politique nationale nigérienne. Tout le monde a vu que Bazoum ne représente presque rien dans le Niger. Cela a été vu à l'absence de mobilisation des forces politiques nigériennes pour le cas Bazoum. Certes, le jour de la chute de Bazoum, le 26 juillet 2023, on a vu 2 tondus, 3 pelés manifester à Niamey. Mais depuis lors, ce qu'on pourrait appeler les bases populaires de Mohamed Bazoum se sont volatilisées. En fait, elles n'ont jamais existé. Tout le monde sait que Mohamed Bazoum, en fait, n'a jamais été élu démocratiquement. Il a été imposé autocratiquement par son mentor d'alors avec la bénédiction de toute la France-Afrique. C'est Mahamadou Issoufou qui a truqué l'élection de 2021 pour imposer Bazoum aux Nigériens. En croyant continuer à gouverner en réalité le Niger à travers Mohamed Bazoum. C'est Mahamadou Issoufou, le sorcier de cette affaire. Et d'ailleurs, dès lors qu'il a lâché Bazoum, Bazoum se retrouve sans les bases du PNDS Taraya, le parti qui était au pouvoir et qui était encore sous le contrôle total de Issoufou. Bazoum a été lâché sans base. Et voilà pourquoi on a observé que la société politique et civile nigérienne, globalement, est restée calme et sereine. Je vous rappelle que le coup d'État qui a renversé Bazoum n'a provoqué aucune mort d'homme. C'est-à-dire que même les soldats qui dormaient à la porte de la chambre de l'ancien président Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fini par faire boum, même ces soldats n'ont pas risqué leur vie pour défendre leur chef. Et on sait pourquoi. Non seulement Bazoum n'a pas été élu, mais il était en rupture morale. Il était en rupture totale de confiance avec l'armée nigérienne. C'est lui qui avait publiquement dit que les terroristes qui ensanglantent le Sahel et qui ont été armés par l'OTAN après le massacre de Kadhafi et le saccage de la Libye en 2011, il a dit que les terroristes étaient plus aguerris que les armées nationales. À partir de là, il a rompu le contrat moral qui le liait à l'armée nationale du Niger. Si, en votre qualité de chef suprême des forces armées d'un pays, vous vous tenez publiquement devant des micros et les caméras du monde entier et vous affirmez que les terroristes qui ensanglantent votre pays et toute la sous-région sont plus aguerris que votre armée, il s'ensuit que vous êtes désormais l'allié des terroristes et non plus le chef suprême des forces armées qui les combattent. Donc, en fait, Bazoum a été lâché à tous les niveaux. Et le dernier niveau où on a tenté de le tenir, c'est le niveau néocolonial. On a tenté d'impressionner et d'intimider les nouveaux dirigeants nigériens en utilisant justement la fameuse politique de sanctions. Sinon, dans le Niger, d'un point de vue strictement politique, Mohamed Bazoum ne représente rien. C'est-à-dire que même si, par impossible, on laissait Bazoum sortir et être à nouveau candidat à une élection, il serait réellement écrasé si cette élection est réellement juste, transparente et inclusive. Bazoum ne peut pas gagner d'élection au Niger. Un argument mobilisé à un moment donné par le président Macron et qui consistait à dire que Mohamed Bazoum a été débarqué parce qu'il est issu d'une minorité ethnique au Niger. Mais cet argument vient renforcer la preuve qu'il n'a jamais été élu. Si Mohamed Bazoum, comme l'a si bien souligné le Premier ministre burkinabé, le maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, si Mohamed Bazoum est issu d'une ethnie minoritaire, mais qui a voté pour Bazoum alors au Niger? S'il est issu d'une ethnie minoritaire, et si on pense à Paris, que ce sont les ethnies qui constituent le bétail électoral des élus, qui a donc élu Bazoum? Mieux encore, tout le monde sait, et Mohamed Bazoum l'avoue lui-même, dans plusieurs vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, que Mohamed Bazoum est issu d'une ethnie du sud de la Libye, une ethnie libyenne. Il n'est même pas d'une minorité, il n'est même pas issu d'une minorité nigérienne, non. Il est issu d'une ethnie libyenne, c'est un Libyen de naissance. Alors,
peut-être que Mohamed Bazoum pourrait avoir une carrière politique en Libye en comptant sur son ethnie, si son ethnie n'est même pas minoritaire en Libye. Mais en tout cas, au Niger, non seulement il n'est pas d'une ethnie nigérienne, mais il n'est même pas d'une minorité nigérienne. Donc on peut se demander sur quelle base alors populaire Mohamed Bazoum pouvait revendiquer une légitimité politique au Niger. S'il a été exclu parce qu'il est d'une minorité, et comme il est démontré qu'il n'est même pas à l'origine nigérien, mais qu'il est plutôt originaire du sud de la Libye. Moi, j'ai retrouvé une vidéo dans laquelle il le dit lui-même. J'ai retrouvé des documents dans lesquels Mohamed Bazoum lui-même dit qu'il est originaire du sud de la Libye. À quel moment cet homme-là représentait-il donc politiquement des forces? À quel moment représentait-il donc politiquement le peuple nigérien? Donc, le premier sujet abordé par le général Toumba est d'une propreté indiscutable. Le cas Mohamed Bazoum doit être rangé. Mohamed Bazoum est un homme du passé et du passif. Ensuite, le général Toumba aborde un second sujet dans la courte intervention que vous avez entendue. C'est l'attitude de la CEDEAO envers le Niger. L'attitude des pays de la CEDEAO instrumentalisés par le néocolonialisme et l'impérialisme contre le Niger. Alors, la réaction de ces pays a été de sanctionner le Niger. Mais en sanctionnant le Niger, on a davantage voulu faire souffrir le peuple nigérien, qui est dans une condition sociale, économique, déjà extrêmement désastreuse et alarmante. D'ailleurs, pourquoi le Niger est-il pauvre? Le Niger n'est pas pauvre parce qu'il le serait réellement, mais il l'est artificiellement. C'est un pays exploité. Je recommence. Le Niger n'est pas un pays réellement pauvre. Le Niger est un pays réellement appauvri. C'est très simple. C'est un pays qui est une ancienne colonie française et qui est resté une néocolonie économique de la France. L'essentiel des matières premières par lesquelles ce pays obtenait quelques devises sont contrôlées par des multinationales étrangères, notamment françaises. Et le principal minerai stratégique qu'on extrait au Niger et qui fait du Niger le troisième fournisseur d'uranium de l'Union européenne, ce minerai-là était payé dans un ratio de 5 € le kilo payé à l'État du Niger, alors que c'est vendu 200 € le kilo à l'international, selon plusieurs sources que j'ai consultées. Donc, rien qu'en prenant les conditions dans lesquelles le peuple nigérien est rémunéré pour son uranium, on comprend qu'il n'est pas un peuple pauvre, mais c'est un peuple appauvri. Donc, si la CEDEAO avait un temps soit peu pris en compte la réalité économique du Niger, c'est-à-dire un pays exploité, pillé, depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles, par les puissances négrières, ensuite les puissances coloniales, et maintenant pillé par le néocolonialisme et le despotisme. La CEDEAO n'aurait jamais pris de mesures pour punir ce peuple. Car ce peuple, comme l'écrasante majorité des peuples africains, est en état de punition depuis 600 ans. Ils ont choisi de couper l'approvisionnement du Niger en produits de première nécessité, tout en sachant que les politiques qui ont été menées au Niger ont maintenu ce pays en état de non-industrialisation. C'est-à-dire, on a veillé à ce que les Nigériens ne soient pas capables de transformer sur place les matières premières extraites de leur sol. Ils ne transforment pas l'uranium sur place. Ils ne transforment pas l'or sur place. Ils transforment à peine le pétrole sur place. Ils ne transforment pas le fer sur place. Ils ne transforment pas sur place ce qu'ils consomment. Ils sont obligés d'acheter ce qu'ils consomment et de vendre ce qu'ils ne consomment pas. Donc la CEDEAO est venue enfoncer une porte ouverte, appauvrir une nation appauvrie, faire souffrir une nation souffrante. L'action de la CEDEAO au Niger s'avère clairement inhumaine. Et la description des conséquences de cette action m'intéresse au plus haut point. C'est pour cela que je m'exprime ce dimanche. C'est que vous voyez très bien que le peuple nigérien est traité comme est traité le peuple de Gaza. Je vois des gens qui s'émeuvent à travers le monde sur le malheur du peuple palestinien. Le malheur du peuple palestinien, il date de 75 ans. Quand il a été dépossédé de ses terres
par le colonialisme israélien. C'est depuis 75 ans que les Palestiniens sont en souffrance parce qu'on leur a arraché leur terre. Et que malgré les résolutions de l'ONU demandant la restitution de leurs terres aux Palestiniens, l'État d'Israël refuse. C'est la source du conflit. Certains Africains et certains observateurs internationaux, au lieu de poser le problème de fond, le problème de l'expropriation coloniale des Palestiniens, veulent essentiellement traiter les problèmes de forme, c'est-à-dire les dérives criminelles, les dérives terroristes, qui sont observables de part et d'autre du conflit israélo-palestinien. Mais ce ne sont pas ces dérives-là qui sont l'origine du problème. L'origine du problème, c'est l'expropriation. C'est la négation de la souveraineté palestinienne. Et c'est à cause de cette négation de la souveraineté palestinienne, et pour empêcher la Palestine d'être un État souverain, que le peuple palestinien est persécuté depuis 75 ans. Mais revenons au Niger. Tout ce dont souffre la Palestine, c'est cela que la CEDEAO a mis en place contre le Niger. Le Niger est traité comme Gaza est traité aujourd'hui. On veut que les Nigériens crèvent sans médicaments. On veut que les Nigériens crèvent sans produits industriels. On veut que les Nigériens crèvent de chômage. On veut que les Nigériens crèvent sous les bombes des terroristes qu'on arme depuis le saccage de la Libye. Mais c'est la politique anti-Gaza qui est appliquée contre le Niger. Comment vous faites pour ne pas voir que c'est ça qui est appliqué contre le Niger? C'est cette politique qui a été appliquée contre le Mali. L'embargo de la CEDEAO contre le Mali, c'est une photocopie de la stratégie pour écraser le peuple palestinien à Gaza. Ne s'agit-il pas de fermer toutes les frontières? Ne s'agit-il pas d'empêcher l'accès à la mer au Mali, au Burkina, d'empêcher l'accès à la mer au Niger? N'est-ce pas ce qu'on fait aux Gazaouis? Ne s'agit-il pas d'empêcher le développement d'une économie souveraine et endogène au Mali, au Burkina, au Niger? N'est-ce pas ça le but? Quand on s'est mis à arracher les avoirs du Mali, du Burkina, du Niger à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas la stratégie utilisée contre le peuple palestinien? Je me demande comment les gens peuvent regarder l'actualité et ne pas voir que le colonialisme se comporte partout de la même façon. Et les Africains ont la lâcheté de ne pas avoir le courage de dénoncer toutes les formes les plus abjectes de l'inhumanité sur la terre. Pourquoi les Africains n'auraient pas le droit de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, alors que Israël est admis comme observateur à l'Union africaine? Je recommence cette question à toute la lâcheté des Africains qui se promènent sur les réseaux sociaux. J'en vois encore qui font des commentaires. Ah, il ne faut pas parler du conflit israélo-palestinien. Mais Israël est membre observateur, était membre observateur et participe aux réunions de l'Union africaine. Pourquoi les Africains ne peuvent pas peser de tout leur poids pour dire à Israël, si vous voulez être un ami de l'Afrique, nous aussi Africains, nous vous demandons d'arrêter de faire souffrir le peuple palestinien, d'accepter la naissance d'un État palestinien sur les frontières de 1967 recommandées par l'ONU. Parce que là-bas, c'est des résolutions de l'ONU qui ont été prises et qui ne sont pas respectées. Les Africains tremblent. Ah oui, si on parle de ça, on va nous tuer. Qu'est-ce qu'on nous fait au Mali? Qu'est-ce qu'on nous fait au Burkina? Bande de lâches africains. Qu'est-ce qu'on nous fait actuellement au Niger? Est-ce qu'on ne nous tue pas? Ceux qu'on tue tous les jours là en Afrique, ce n'est pas des Africains comme vous. Il faut parler. Il faut parler parce que c'est seulement comme ça qu'on va changer les choses. Et il faut agir. Il faut parler. C'est parce que c'est à force de ne pas parler que nous servons de chair à canon gratuite à tout le monde sur la terre. À cause de gens comme vous, qui avez la parole, mais qui ne la prenez pas. Vous avez la parole, vous ne la prenez pas. Vous tremblez pour sauver votre petite situation en attendant qu'on écrase vos enfants. On écrase vos petits-enfants. Pendant que vous serez dans la tombe ayant eu une petite carrière acceptable. Vous n'avez même pas pitié de ce que vous avez mis au monde. À qui vous allez céder un monde dans la servitude, dans le mépris.
un monde pire que celui dans lequel vous avez vécu, à cause de notre lâcheté. Avec ce qui est arrivé aux Africains, vous avez encore peur de quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que ce qui nous est arrivé? On nous a ramassés par millions, déportés. On nous a jetés à la mer par millions. Les Africains crèvent dans la Méditerranée, crèvent dans l'océan Atlantique, par dizaines de milliers. Vous êtes toujours en train de trembler. Vous tremblez pourquoi? La mort vous trouvera dans vos maisons. Votre politique de tremblement là, ça nous a mené à quoi? Au fait qu'on vient nous tuer maintenant. On invente Boko Haram, on invente Al-Qaïda, on invente l'État islamique. On vient nous tuer à la maison. Même quand nous sommes musulmans, des gens viennent nous tuer en nous disant que nous devons être musulmans. Astaghfirullah. Quelqu'un est déjà musulman, tu viens le forcer à être musulman. Ça, c'est quelle mort, ça? Tout ça à cause de la lâcheté, non seulement des Africains en général, mais surtout de nos dirigeants. Parce que je parle du Niger. Chaque fois que je parle du Niger, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je pense à Mahamadou Issoufou. En 2011, à Deauville, Issoufou était face à Obama et il lui a dit: n'attaquez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye, parce que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Mahamadou Issoufou est vivant. Il faut que la justice nigérienne aille chercher ce monsieur, l'amène au tribunal, qui s'explique. Comment peut-il avoir la preuve que c'est Obama, l'OTAN, Sarkozy, Cameron qui ont déstabilisé, ce sont eux qui ont déstabilisé le Niger? Et comment peut-il avoir initié une politique de lutte contre les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les ont fait venir? Voilà encore la lâcheté africaine. Voilà la honte africaine, Mahamadou Issoufou. Il est assis à Niamey comme si c'était quelqu'un de sérieux. Dites-moi comment ça peut s'expliquer que Issoufou, Mahamadou Issoufou est dénoncé, est dit à Obama: si vous détruisez la Libye, vous allez nous déstabiliser, nous tous. Il y aura des morts au Mali, des morts au Burkina, des morts au Niger. Issoufou le savait. Comment Issoufou a-t-il pu mener une politique de lutte antiterroriste en s'associant à ceux qui ont tué, à ceux qui ont armé Al-Qaïda, armé l'État islamique? C'est quelle politique? Issoufou doit être conduit devant la haute cour de justice du Niger. Je vous le dis honnêtement, moi je ne comprends pas des choses comme ça. Les gens qui sont en train de se faire massacrer au Niger, c'est la conséquence d'une politique erronée de lutte antiterroriste qui a été menée exprès par des dirigeants corrompus. Et c'est ça le problème. Et c'est ce problème qui déteint même dans le comportement des Africains sur les réseaux sociaux. Au lieu de m'encourager, parce que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est pour nous et nos enfants, ils vont venir me décourager. Ne dis pas qu'on est en train de traiter les Nigériens comme on traite les gens à Gaza. Comment je vais faire pour toucher la conscience des gens si je ne mets pas en présence les souffrances? Est-ce qu'il n'y a que la souffrance des Gazaouis qui est scandaleuse? Voilà le problème des Africains. Ah non, on n'a même pas le droit de comparer notre souffrance à celle des autres. Ah bon? Mais comment vous pensez que les autres vont vous comprendre si vous ne pouvez pas comparer les souffrances? Si chacun, sa souffrance est tellement à part qu'on ne peut pas la mettre en lumière par rapport à une autre, qui peut comprendre l'autre? Personne. Personne ne peut comprendre l'autre s'il n'y a pas des comparaisons, des analogies. Analogie ne veut pas dire identité, mais l'esprit humain a besoin des analogies pour comprendre. L'embargo, c'est une politique à la Gazaoui. L'embargo consiste à traiter les Africains comme des Gazaouis. Voilà la vérité. Vous ne voulez pas l'entendre, vous l'avez entendu. Car on a encerclé le Mali. On ne voulait plus que le Mali aille sur l'océan Atlantique. On ne voulait plus que le Mali sorte par la Guinée, qu'il sorte par le Sénégal. On ne voulait même pas qu'il sorte par l'Algérie. Il ne fallait plus que le Mali sorte par la Côte d'Ivoire. Le Mali ne devait pas sortir par le Togo, sortir par le Bénin. On voulait que les Maliens meurent au Mali. Mais c'est ça l'embargo. C'est ça l'embargo. Et je vois les nègres décérébrés de la diplomatie, comment ils s'appellent, béninoise, qui vont à l'ONU, Olusegun Bakari, le ministre de Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement, va à l'ONU demander la levée du blocus et de l'embargo contre Cuba. Il s'en va intervenir à l'ONU. Ils envoient une délégation béninoise qui intervient pour demander que les États-Unis lèvent l'embargo qui dure plus de 50 ans contre Cuba. Oubliant le Niger qu'ils ont placé sous embargo avant de prendre l'avion.
Voilà l'embargo cubain. C'est ce qu'on applique contre les Africains. C'est ce qu'on applique contre le Niger. Vous trouvez ça normal? Et on ne pourra pas dire, attention, ce que vous faites aux Nigériens là, c'est ce que vous avez fait à Cuba, c'est ce que vous faites en Palestine, c'est ce que vous faites partout pour imposer votre injustice que vous appelez ordre international. Si on n'a pas le droit de dire ça, n'allez plus à l'école. N'envoyez plus vos enfants à l'école. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas capable d'assumer la connaissance, la vérité et la justice. Mais écoutez, demandez qu'on vous trouve des chaînes encore plus lourdes, et arrêtez de vous plaindre. Ne vous plaignez plus, tout va bien. Vous êtes dans le meilleur des mondes possibles. Vous êtes esclave et vous transmettrez vos chaînes à vos enfants. Donc, la CEDEAO, ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est une politique criminelle contre le Niger. Le général Toumba a souligné le nombre de morts qu'il y a au Niger. Vous pensez que les gens qui sont morts là, leur vie est moins importante que la vôtre, la nôtre, la mienne? Des gens qui ne sont pas soignés au Niger parce qu'on a coupé, on a empêché l'approvisionnement en médicaments. Quand eux, ils meurent et que nous, on se tait et que nous, on ne dit pas, vous voyez, ils sont en train de mourir comme d'autres meurent à Gaza parce qu'on a peur, on va énerver tout le monde. Et quand on a dit, on a énervé tout le monde. Quand on énerve tout le monde là, ça les empêche de nous tuer. Est-ce que c'est ça qui réduit le terrorisme en Afrique? Le système de rasage de murs. Ça a déjà réduit le terrorisme en Afrique? Vous pensez que c'est parce que les Africains fuyaient pendant qu'on amenait d'autres en Amérique, que ceux qu'on amenait en Amérique, on ne les a pas amenés? Ceux qu'on a amenés en esclavage en Europe, on ne les a pas amenés? Parce que les autres avaient fui et ils n'avaient rien dit. Une fois qu'on t'attrape, on t'enchaîne, on t'amène. On t'amène. C'est pas parce que les autres ne disent rien que la tragédie n'a pas lieu. Elle a lieu. Donc, nous sommes de ces Africains qui avons choisi d'exercer notre mission d'homme pleinement sur la terre. Je dis bien pleinement. C'est-à-dire en apportant le meilleur de nous-mêmes pendant que nous sommes là. Bon, si vous voulez apporter le plus médiocre de vous-même pendant que vous êtes là, c'est votre choix. Toumba est venu dire la vérité. On nous traite au Niger, en réalité, on nous place sous embargo pour nous faire mourir. L'embargo de la CEDEAO est un acte criminel. C'est un acte colonial, néocolonial, c'est un acte barbare, c'est un acte sauvage. Et toutes les personnes qui sont mortes du fait de l'embargo de la CEDEAO, il faudra que les magistrats nigériens se rassemblent et qu'ils définissent et qu'ils demandent au Parlement nigérien de leur donner les moyens légaux de mener des procès contre ceux qui ont fait les embargos. J'ai toujours dit qu'on doit faire ça au Mali, partout, tout pays africain qui a été victime d'un embargo. Illégal, illégitime, criminel. Tout pays de cette nature doit transformer ces violations en un problème judiciaire. Les magistrats africains doivent faire leur travail. Les juges nigériens doivent s'asseoir et prononcer des condamnations contre tous les auteurs des embargos qui ont provoqué la mort des Nigériens. Il faut faire leur liste. Tinubu, Ouattara Draman, Talon. Vous faites la liste de tous les présidents qui ont été actifs pour faire mourir les Nigériens. Vous les jugez à Niamey, vous les condamnez et vous lancez des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Il faut que l'AES devienne comme ça. Vous avez vu comment la Russie a fait quand on a lancé un mandat d'arrêt contre son président? Vous avez vu ce que la Russie a fait? Elle a lancé un mandat d'arrêt contre celui qui a lancé le mandat d'arrêt. C'est tout. Le président russe se promène, il sait sur quoi il compte. L'AES est une grande puissance régionale. Elle doit savoir sur quoi elle compte. Elle aussi doit tenir un tribunal. Un tribunal des embargos criminels. Et elle doit prononcer des peines. Il faut que Ouattara Draman, Tinubu, Macky Sall, Mbalo, comment il s'appelle? Talon. Il faut que ces gens-là soient condamnés et que les Ouest-Africains initient le chemin de la justice qui pourchasse les Africains, la justice africaine qui pourchasse les Africains coupables de crimes contre les Africains. Il faut que ça change. Il faut qu'ils sachent que quand ils prennent des décisions sous-régionales qui entraînent des morts innocentes,
il faut qu'ils sachent qu'il y a une force judiciaire endogène africaine pour les poursuivre. Je vous dis que quand l'AES va se doter de son tribunal pénal sous-régional et que ce tribunal va siéger, vous allez voir comment le comportement des dirigeants en Afrique de l'Ouest va changer. Ils font tout ça parce qu'il n'y a pas de justice internationale opérationnelle en Afrique. Il n'y a même pas de justice sous-régionale puissante en Afrique. D'accord? Enfin, il y a un troisième élément, dernier élément qui m'a intéressé dans l'intervention du ministre Toumba. C'est que, bon, il a parlé de l'évolution de la transition au Niger. La transition nigérienne se donne maximum 3 ans, à compter du 26 juillet 2023, à compter de l'année 2023, pour aboutir à l'organisation d'élections générales. Mais il va y avoir un forum, nous dit-il, à l'occasion duquel toutes les Nigériennes, tous les Nigériens, toutes les forces vives du pays pourront s'exprimer et éventuellement ces forces vives pourront s'exprimer en faveur d'une légère réduction de la durée de la transition. Ce qui est intéressant ici, c'est que le ministre Toumba a souligné le fait que c'est le peuple nigérien qui va décider. Ce n'est pas la CEDEAO. C'est le peuple nigérien qui va décider. Ce n'est pas l'Union européenne. C'est le peuple nigérien qui va décider. Ce n'est pas la France. Ce ne sont pas les États-Unis. Ce sont les Nigériennes et les Nigériens qui vont choisir la durée et la formule de transition qui leur convient. Mais moi, je voudrais ajouter autre chose ici. Mais les Nigériens peuvent aussi décider d'allonger davantage la transition. Le général Toumba ne l'a pas dit, mais le fait qu'il se réfère au peuple souverain signifie que la transition peut prendre le temps que le peuple voudra. Car quel est l'enjeu? Avant de tenir des élections générales, il faut s'assurer qu'on a pacifié l'essentiel du territoire. Avant de tenir les élections générales, il faut s'assurer qu'on a redonné des conditions de vie acceptables à l'écrasante majorité de la population. Avant d'organiser des élections générales, il faut s'assurer qu'on a aseptisé les institutions de telle façon que des renégats ne prennent plus jamais le pouvoir. Ça fait quand même 3 précautions qui demandent du temps et beaucoup de travail. Je voudrais saluer ici le courage et la clarté avec lesquels le ministre de l'Intérieur du Niger, le général Mohamed Toumba, si je ne m'abuse, s'est exprimé ici. Il nous a montré un CNSP et un gouvernement du Niger déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat. Et il a clairement montré que la page Mohamed Bazoum est définitivement tournée. Définitivement tournée. La page Mohamed Bazoum. Définitivement rejeter la brutalité de la CEDEAO. Et définitivement déterminer la volonté du peuple nigérien d'être le seul et unique acteur de son avenir proche et lointain. Alors, enfin, je voudrais faire une dernière observation sur le fait que le Togo ait permis au Niger d'avoir cette tribune. Incontestablement. En organisant ce forum, la diplomatie togolaise jette une autre pierre, un autre pavé dans la mare de la CEDEAO. La diplomatie togolaise montre que, en fait, la solution la plus acceptable pour l'évolution pacifique et cohérente de la sous-région, c'est le dialogue, c'est l'écoute mutuelle et surtout la recherche de la protection des intérêts populaires. Mais en faisant cela, la diplomatie togolaise et le régime de Faure Gnassingbé se démarquent encore plus, non seulement de la CEDEAO, mais de la position française, qui, on le sait, a pendant très longtemps soutenu la politique des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Ceci me permet de dire que ce forum sur la paix et la sécurité, paradoxalement, ce forum pour la paix et la sécurité qui s'est tenu au Togo, paradoxalement, annonce des lendemains houleux
entre le Togo et la CEDEAO, entre le Togo et la France, entre le Togo et l'Union européenne, et peut-être davantage. Je recommence une deuxième fois. Ce forum-là, qui a permis au Niger de venir cracher des vérités crues à la CEDEAO, dans un État membre de la CEDEAO, et dont le président a assisté à toutes les réunions de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, ce forum confirme le schisme. Il confirme le déchirement de la CEDEAO. Mais il confirme surtout que Faure Gnassingbé assume de se retrouver dans un duel dans les prochains jours avec Alassane Dramane Ouattara. Il assume de se retrouver dans un duel encore plus tenu avec la puissance française qui parraine Alassane Dramane Ouattara. Macky Sall, Patrice Talon, Mbalo. Voilà pourquoi, en tant qu'analyste politique, je vous dis qu'il va y avoir certainement du rififi dans les prochains jours, dans les prochains mois au Togo. Parce que l'initiative de ce forum est perçue, j'ai lu la presse néocolonialiste, elle est perçue comme un outrage. Surtout que le forum a été l'occasion pour le Niger et sans doute pour le Burkina Faso et le Mali de marteler leur position. Ce forum, en fait, a donné un boulevard à l'AES pour cracher le feu à la CEDEAO. Il s'ensuit que, vraiment par flair d'analyse politique, je vous dis, il va y avoir du rififi. Pas seulement dans la CEDEAO, mais en fait au Togo. Il va y avoir du rififi. Autrement dit, en fait, il faut s'attendre à ce que la France-Afrique essaye d'aller bongoiser à très court terme, essaye d'aller bongoiser Faure Gnassingbé. Je recommence une deuxième fois. Il faut s'attendre à ce que le néocolonialisme s'organise pour aller bongoiser Faure Gnassingbé. Parce que ce que j'ai lu dans la presse ici, autour de l'organisation de ce forum, autour des initiatives, eh bien, de solidarité et des médiations togolaises, indique, tout comme le dernier article publié dans Jeune Afrique, qu'ils ne sont pas contents que la CEDEAO n'ait pas fait la guerre contre le Niger, et ils en veulent à tous les dirigeants de la sous-région qui ont rechigné à mener cette guerre contre le Niger. Et que le Niger vienne ouvertement dire que ceux qui cherchent la guerre sont des hommes du passé et du passif, et que de toutes les façons, lui, il tiendra, et que tous ceux qui veulent chercher la guerre sont ceux qui veulent en fait assassiner Mohamed Bazoum, que le Niger vienne le dire hors de ses frontières à Lomé, c'est vécu à Dakar, à Abidjan, c'est vécu à Cotonou, c'est vécu à Abuja, c'est vécu à Bissau et à Paris comme un outrage. Et je peux vous dire, ils sont en colère. Non! Ceux qui pensent que le Togo jouerait dans cette affaire un double jeu sont ceux qui ne connaissent pas la logique de la France-Afrique. La France-Afrique n'a jamais pardonné le moindre écart par rapport à sa discipline, par rapport à ses ordres. Elle n'a jamais pardonné cela. Et je vous invite simplement à voir comment elle a traité Ali Bongo. Ali Bongo, c'est pour ça qu'il a été renversé. Avec la bénédiction du système france-africain. C'est pour ça. Donc, il faut prévoir qu'il va y avoir du rififi au Togo. Je le dis par expérience. Maintenant, quand ces choses arriveront, revenez me faire signe. Surtout ceux d'entre vous qui, naïvement, soutiennent la thèse du double jeu du Togo. Non! Ce n'est pas un double jeu du Togo, parce que le Togo a donné beaucoup de signes qu'il ne veut pas participer à la guerre. Le Togo de Faure Gnassingbé, qui est un régime dictatorial, je ne soutiens pas ce régime. J'ai toujours critiqué ce régime, je le critiquerai toujours, jusqu'à ce que soient libérés tous les prisonniers politiques et que la réconciliation nationale togolaise ait lieu. Mais je dis que dans cette affaire-là, l'affaire du Niger, l'affaire du Mali, l'affaire du Burkina, le Togo ne joue pas double jeu. Si c'était le cas, le Mali aurait déjà pris ses distances. Le Burkina aurait déjà pris ses distances et le Niger ne viendrait même pas parler au Togo.
Ce n'est pas vrai. Il faut assumer la complexité de la politique. Faure Gnassingbé, je crois qu'il s'est rendu compte que les maîtres néocolons veulent le remplacer. Et il a décidé de chercher des alliances locales pour contrebalancer cette influence et tenter de sauver son pouvoir. C'est ça son erreur. Moi, je lui conseille, et j'ai toujours conseillé à travers mes conférences à Faure Gnassingbé, de renoncer à la confiscation du pouvoir et d'accepter le véritable renouveau de la vie togolaise, la véritable renaissance de la vie togolaise. Quels que soient les calculs, il a fait trop d'années à la tête du pays. Il peut enclencher un vrai processus de paix, de réconciliation, de vérité et de justice au Togo et s'en sortir, à mon avis, dans le cadre de la réconciliation et le pardon, avec un sort acceptable. Mais est-ce qu'il aura la sagesse de comprendre qu'il faut renoncer au pouvoir pour sauver le peuple, sauver le pays et même sauver sa propre lignée? Est-ce qu'il aura cette sagesse? On aura beau donner les mêmes conseils à Ali Bongo, Ali Bongo n'a pas écouté. Maintenant, là où il est assis, avec sa femme qui est en prison là-bas, son fils qui est en prison là-bas, Ali Bongo se demande s'il n'aurait pas dû partir un peu plus tôt. De ce point de vue, regardez Blaise Compaoré. Il a été beaucoup plus malin. Quand il a vu que ce pouvoir-là allait lui coûter la peau des fesses, il a rendu sa démission, il a pris le premier hélico qu'on lui a donné. Il a bien compris qu'en résistant, même par impossible, il allait tout droit vers la destruction de sa lignée. Oui, c'était ça. Donc il faut que les autocrates africains tirent rapidement des leçons de l'histoire et anticipent ce qui va nécessairement arriver. L'Afrique ne pourra pas rester dans la main des autocrates. Ce n'est pas possible. La pression de ces peuples-là, elle n'est pas possible. Hier, je parlais de la République démocratique du Congo. Inéluctablement, les militaires congolais vont entrer dans les prochains mois en scène. Je recommence, j'ai oublié de toucher ce point-là. Inéluctablement, vous allez entendre parler des militaires congolais. Pas seulement au Kivu, mais à Kinshasa. Je dis ça aussi. Nous sommes là à la fin de l'année. Pratiquement à la fin de l'année 2023. Je vous informe que les militaires congolais sont obligés d'entrer dans l'arène. Dans l'arène politique au Congo. Parce que la pauvreté d'esprit de la classe politique congolaise est telle que, manifestement, ça va être des rangs de ces militaires que doivent surgir des forces patriotiques pour mettre ce pays-là ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ok, je le dis comme ça aujourd'hui, sous forme d'intuition. Et j'ai assez dit. Je salue le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, et l'ensemble des dirigeants nigériens qui aujourd'hui assument la responsabilité de notre grand peuple. Je souhaite que des solutions idoines soient trouvées, que la méchanceté du Nigeria, la méchanceté de la CEDEAO et de tous ses parrains, qu'elle soit court-circuitée par la solidarité africaine. Je salue ici les initiatives vers l'autonomie énergétique qui vont être prises dans le cadre de l'AES. Vous savez que le Niger, qui a le combustible nucléaire, va nécessairement avoir les centrales nucléaires les plus puissantes. Le Nigeria enviera bientôt le Niger. Le Niger aura plus d'électricité que le Nigeria. D'accord? Vous savez que le Burkina va en avoir. Il a déjà signé les conventions de construction. Le Mali a signé pour en avoir 4. Bientôt, l'AES sera la partie la plus éclairée de l'Afrique de l'Ouest. Je vous le dis, cela va arriver. D'accord? Et nous soutenons donc ces gouvernements qui travaillent pour les peuples. Voilà pourquoi je voulais saluer le ministre Toumba, le gouvernement nigérien, le peuple nigérien pour leur résilience et leur courage de la vérité. Oui, les Nigériens sont pris en otage, comme le malheureux peuple palestinien de Gaza. Oui, les Nigériens sont encerclés par des forces hostiles qui ne cherchent qu'une occasion de les précipiter dans le néant. Et nous, porte-parole de l'Afrique, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de raser les murs quand nous voyons un peuple en train de se mourir par des stratégies qui sont tout à fait comparables à d'autres que nous voyons. Nous devons dénoncer. C'est notre rôle, c'est notre mission. Et nous devons l'assumer calmement, comme le général Toumba l'a assumé à Lomé.
pour un monde de justice, de vérité, de solidarité. Battons-nous. Battons-nous pour que les enfants du bon Dieu ne soient plus traités comme des canards sauvages. Battons-nous pour que les couleuvres qu'on nous fit avaler, qu'on ne les fasse pas avaler à nos enfants. Aux enfants de nos enfants, aux futures générations africaines sur cette planète. Battons-nous pour que ceux qui viendront après disent que nous avons fait notre part. Et nous préparerons ainsi notre naissance dans les futurs mondes de la vie. Africa Faso. À bientôt en Afrique. Je suis en route vers l'Afrique, physiquement. À bientôt. Quand j'y serai, vous me verrez. Merci à celles et ceux qui ont diffusé cette émission. Vous étiez au total près de 5000 personnes à l'écouter. Sur YouTube, Facebook et TikTok. J'espère que vous êtes autant de personnes à l'avoir distribué autour de vous. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche, où que vous soyez à travers le monde. Je salue mes amis de la place de Montréal. Montréal au Canada. Je vous salue. À bientôt également. Robert Ndjenchanomo. À bientôt. Vive Viva Africa. Vive la jeunesse consciente africaine. La lutte continue. Merci. Merci. One Africa. One nation. One people.